Bien, bonjour. Dans ce cours, on va revenir donc à la résolution des équations de dérivées partielles avec les outils qu'on a développés dans les deux cours précédents, enfin dans tous les cours précédents en fait. Et on va se placer dans les équations aux dérivées partielles qui sont avantageusement résolues dans les repères polaires et dans les repères cylindriques. Et on va voir que dans ces repères-là, les fonctions reines, si je puis dire, sont les fonctions de Bessel. Alors pas que, on va voir dans le repère polaire ce qu'il en est dans un cas particulier. Et puis après, voilà. On va avancer là-dessus et on va commencer sur ce cas particulier d'ailleurs. Donc on va raisonner sur un disque de diamètre A, donc c'est l'ensemble des points x et y tels que x2 plus y2 est inférieur ou égal à a au carré, a c'est le rayon, et on va résoudre l'équation Laplacien de u égale 0. Dans ce disque, donc sur D de A, ça veut dire qu'on va essayer de déterminer les fonctions harmoniques qui répondent donc à cette équation dans le cas présent. Bon, ça revient très souvent, puisque c'est ce qui va permettre d'écrire les potentiels et ce genre de choses. Donc c'est un problème très important. On doit résoudre Laplace de u égale 0, et on va se mettre dans le cas entre guillemets un peu général, où on impose que u sur le pourtour du cercle, donc u pour r égale à a et pour toutes les valeurs d'angle, pour tous les θ, est égal à f de θ. Alors je l'ai pris directement dans le repère, je triche un peu, je suis passé là sans le lire dans le repère polaire, parce que c'est beaucoup plus facile d'écrire dans le repère polaire que d'écrire la condition pour dans le repère cartésien, pardon, la remise en route est longue. Et donc ce qu'on va avoir, c'est qu'on impose que sur le périmètre, donc en fonction uniquement de l'angle, on a une fonction qui nous donne l'état, la valeur de u. Donc sur le bord de D, d'accord. D partiel D, là, ça veut dire le bord de D. Ok. Donc là, on a intérêt à passer en coordonnées polaires, c'est-à-dire que les x vont devenir r cos θ et les y vont devenir r sin θ, et c'est de fait l'écriture naturelle, notamment pour la condition limite ici. Dans le repère polaire, le disque A est décrit par l'ensemble des points désignés par r et θ pour lesquels r est compris entre 0 et a, et θ est compris, on va le prendre entre moins pi et pi, on pourrait le prendre entre 0 et 2 pi, ça dépend un peu. Des fois, il n'y a pas de problème à prendre l'un ou l'autre. C'est juste comme ça qu'on va se repérer. Donc un point dans le cercle peut se repérer par un couple rθ, et l'ensemble du cercle est écrit par l'ensemble des points tels que r est compris entre 0 et a, et θ est compris entre moins pi et pi. Donc ça veut dire que quand on regarde notre cercle, dans le repère cartésien, notre cercle n'a en fait qu'un seul bord, et notre équation pour autant, alors j'ai pas écrit de Laplacien en cartésien là, mais c'est d2u sur dx2 plus d2u sur dy2 égale 0. On dérive deux fois par rapport à x, deux fois par rapport à y, il faut 4 conditions limites, et quand on écrit dans le repère, quand on dessine dans le repère, je vais y arriver, dans le repère cartésien, on a un cercle où on voit un seul bord en fait, alors, qui regarde dans toutes les directions, mais il n'y en a qu'un seul techniquement. Si on passe dans le repère cylindrique, là notre cercle devient un carré en réalité, θ est compris entre moins pi et pi, et r est compris entre 0 et a, et ça fait un rectangle, et on voit les 4 côtés entre guillemets pour lesquels on va imposer des conditions aux limites. Et c'est là qu'on voit les 4 conditions aux limites naturelles à imposer au système. Il me semble qu'on avait déjà fait dans un cours cette situation-là, je ne sais plus à force, je commence à être un peu loin dans le temps de tous les cours, donc... Bref, et donc une première condition limite qu'on a, c'est celle qu'on a déjà vue, c'est simplement que la valeur de u est imposée en r égale à a. Pour toutes les valeurs de θ, on a u de a et θ égale f de θ. Okay. En revanche, on va avoir des conditions périodiques, à savoir que moins pi pi, en réalité, quand on part d'ici et qu'on va à l'autre bout, ça c'est pi, et si on va d'ici et qu'on va jusqu'à moins pi, on arrive ici. C'est-à-dire qu'en fait, moins pi et pi, les deux sont en fait racolés, correspondent ici en gros à la ligne noire. Donc ce qu'on voit, c'est que ici, il n'y a pas de raison, le repère on le met arbitrairement, il n'y a pas de raison que les choses se passent bizarrement sur cette ligne sous prétexte que c'est un repère qui a été placé comme ça. Et donc on s'attend à ce que la valeur de u en r pi et la valeur de u en r moins pi soient différentes puisqu'on arrive au même endroit. Et donc on va imposer cette condition qu'on appelle une condition de périodicité, à savoir que u en r, quel que soit r, mais en θ égale à pi, soit égal à u, quel que soit r, mais en θ égale à moins pi, parce que c'est bien au même endroit qu'on est. Et même condition limite sur la dérivée, on s'attend à ce que la dérivée soit continue en ce point-là, à savoir que du sur dθ en r, quel que soit r, mais en θ égale à pi, soit égal à du sur dθ, quel que soit r, mais en θ égale à moins pi. Donc ça doit être vrai pour r compris entre 0 et 1.
Donc ça, c'est des conditions de périodicité et qui nous donnent des valeurs de la fonction et de sa dérivée aux deux bornes ici. Et le dernier point qu'on a, c'est en R égale à 0. Là, on va avoir une condition de majoration. Ça ne va pas être une condition limite comme les autres. On va simplement dire que on ne doit pas avoir de divergence de U. Mathématiquement, on peut trouver des solutions divergentes, mais simplement, ça n'aura pas de sens physique. Et donc, on va imposer que les solutions qu'on va prendre seront telles que pour R qui tend vers 0+, la limite de U doit être finie. D'accord ? Elle ne doit pas être infinie. Et ça doit être vrai, quel que soit θ. Donc pour θ compris entre moins pi et pi. Voilà. Donc ça, c'est nos conditions limites. On en a bien 4 au final. Enfin, conditions limites, conditions périodiques et conditions de majoration, cette fois-ci. C'est avec ces 4 conditions-là qu'on va pouvoir déterminer les solutions de notre problème. Ok, maintenant qu'on a posé ça, on a une équation dérivée partielle qui est linéaire et homogène, pas de problème. Les conditions limites périodiques permettent tout à fait d'appliquer la séparation. Donc on y va, on va appliquer la séparation. On va écrire donc que U de R et de θ est égal à R de R fois θ de θ ici, alors grand R et grand θ. Et on écrit le Laplacien en coordonnées polaires, donc ça c'est dans les cours d'analyse de fonctions en plusieurs variables, vous pouvez les voir, il y a des vidéos qui sont présentées, on a vu ça en cours normalement en L1 si vous êtes dans la nouvelle offre de formation, bref, tout ça. Ça se trouve dans tous les cours d'analyse de fonctions de plusieurs variables, d'analyse vectorielle, enfin bref, c'est vraiment élémentaire. Enfin élémentaire. C'est vraiment standard de voir ça. Donc je ne redémontre certainement pas ici. Donc le Laplacien dans le repère polaire s'écrit 1 sur R, d sur dr de R fois du sur dr, plus 1 sur R carré d2 sur dθ2. Ok. Et donc on fait la substitution. On va remplacer U par Rθ, et donc le du sur dr, le θ va sortir, il n'est pas dépendant de R, et là on va avoir du d grand R sur R, donc du R'. Donc le θ, je l'ai fait sortir par l'avant, pas par l'arrière, bon, c'est tout ça est commutatif, il n'y a pas de problème. Donc ce terme-là devient simplement 1 sur R, d sur dr, RR', fois θ, plus, et ici, on a d2 sur dθ2, le grand R qui est là, il n'est pas dépendant de θ, donc on peut le sortir, et en revanche, le grand θ, c'est θ seconde. Et donc on a plus R fois 1 sur petit r carré, θ seconde égale 0. Donc on a réécrit, après séparation, on a ça. On peut essayer de remettre ça sous une forme un peu plus explicite en faisant la dérivation ici, puisqu'on a un produit de fonction. Quand on dérive ça par le produit de fonction, et qu'on multiplie par r carré, donc il y a toute une série d'opérations là. Donc quand on fait la dérivée par r de r fois r', on obtient quand on dérive R', R fois R seconde. Le R qui est là et là va se simplifier. D'accord ? Donc ça fait juste un R' en fait. Un R seconde, pardon, fois θ. Quand on dérive ce R là, il ne reste plus qu'un R'. Le R devient 1, donc ça fait du R' sur R fois θ. Okay. Ça va être ce terme-là à terme. Voilà. Et là on a R fois 1 sur R carré θ seconde. Et on multiplie tout par R carré, ce qui fait que le R θ seconde devient petit r carré fois r seconde θ, pardon. Le R' sur R fois θ devient R carré sur R, ça fait R fois grand R' fois θ, plus le R θ seconde qui est là. Ok, il y a 3 manœuvres en une là. Ok, donc on a fait cette dérivation là, et on a multiplié par R carré, il y a 2 manœuvres. Et ça nous donne ça. Ok. Et maintenant, on peut séparer, c'est-à-dire qu'on fait passer par exemple les termes en R de ce côté-là, on divise tout par Rθ, et donc ça nous fait le Rθ seconde divisé par Rθ, il ne reste plus que θ seconde sur θ. Le moins R carré R seconde θ plus RR' θ divisé par Rθ. Les θ s'en vont, il ne reste plus que divisé par R. Ça c'est une fonction que de θ, ça c'est une fonction que de R, donc ça va être égal à une constante qu'on va noter moins lambda. Ok, on a séparé notre Laplacien en coordonnées polaires. Très bien. On arrive du coup à un problème angulaire qui prend la forme θ seconde plus lambda θ égale 0. Et le problème radial, lui, prend la forme R carré R seconde plus RR' moins lambda R égale 0. Les conditions limites, maintenant on va y venir, donc les conditions limites périodiques. On voit que le grand R de R fois θ de moins pi doit être égal au grand R de R fois θ pi. D'accord ? Donc que grand R de R soit égal à grand R de R ici, ça ne posera pas de problème. En revanche, il va falloir garantir que θ de moins pi soit égal à θ de pi, et pareil pour la dérivée. Donc ces conditions limites périodiques, le grand R de R, on peut le simplifier, il n'y a pas de problème, elles vont devenir θ de pi égale θ de moins pi, θ' de pi égale θ' de moins pi. Et donc ces conditions limites là vont se rabouter avec le problème angulaire. Voilà. Donc on voit que le problème angulaire, c'est un problème de Sturm-Liouville, d'accord, qui est non standard.
Il est non standard parce que les conditions aux limites contiennent chacune des deux extrémités. Vous vous rappelez que dans les conditions aux limites d'un problème de Sturm-Liouville standard, on doit avoir les conditions limites d'un côté, typiquement sous la forme la plus générale, c'est la forme des conditions de Robin, et de l'autre côté, séparément. D'accord ? On aurait dû les avoir en pi d'un côté et en moins pi de l'autre. Et là, c'est pas ça qu'on a. On a une égalité entre pi moins pi ici et pi moins pi ici aussi, en θ et en θ'. Donc le problème est non standard. Donc il y a un certain nombre de trucs qu'on sait dire automatiquement pour les problèmes standards qu'on peut plus dire automatiquement. Ok. Donc maintenant, on va résoudre le problème angulaire. On voit que pour lambda égale 0, on va examiner la situation. Ça nous donne que grand θ de θ, ça veut dire θ seconde égale 0, on intègre deux fois de suite. Ça fait une fonction linéaire toute simple. Ça fait aθ plus b. Et on regarde nos conditions limites. Une fois qu'on a dit ça, ça fait, pour la première, ça fait moins api plus b égale api plus b. D'accord. On fait passer le b de l'autre côté, il s'annule. On fait passer le a de l'autre côté, ça fait 2api égale 0. Pi c'est pas égal à 0, 2 c'est pas égal à 0. Donc il faut que a soit égal à 0 pour satisfaire la première condition limite. La deuxième condition limite, la dérivée de la fonction b qui nous reste, c'est 0 égale 0. Donc là c'est automatiquement satisfait. Il n'y a pas de problème, et du coup, ce qu'on voit, c'est que lambda égale 0 est bien valeur propre du problème angulaire, et la fonction propre associée, c'est θ0 égale à 1. Maintenant, on peut regarder le cas où lambda est négatif, donc on va prendre lambda égale à moins mu carré, ça fait θ seconde moins mu carré égale 0, du coup. Ça nous amène à des solutions qui sont exponentielles. Alors on se rappelle, on avait vu que dans ce cas-là, on peut écrire la solution, et c'est souvent le plus intéressant dans ces cas-là, sous la forme de cosinus hyperbolique et de sinus hyperbolique, parce qu'on a une racine double, qui est plus ou moins racine de mu carré, donc plus ou moins mu. Et donc on peut écrire la solution sous la forme a cos h mu θ plus b sin h mu θ. Et à nouveau, on va aller voir ce que nous donnent les conditions en limite là-dessus. Donc sur θ, ça nous donne donc a cos h mu pi moins b sin h mu pi, ça c'est la condition en pi. C'est la condition en moins pi, ça. Je la refais un peu moins vite, du coup, ça fait a cos h de moins mu pi, mais cos h est une fonction paire, donc moins mu pi c'est égal à mu pi, enfin cos h de mu pi, pardon, est égal à cos h de moins mu pi, donc on peut enlever le moins à l'intérieur. Sin h en revanche est une fonction impaire, donc sin h de moins mu pi c'est moins sin h de mu pi. Donc ça c'est la condition en θ de moins pi, égale θ de pi, donc c'est égal à cos h de mu pi plus sin h plus b sin h de mu pi. Okay. Donc on fait passer de l'autre côté, on voit que les a cos h vont disparaître. Et tout ce qui va nous rester, c'est 2b sin h de mu pi égale 0. Sin h de mu pi ne peut pas être égal à 0 pour autre chose que mu égale à 0, mais mu égale à 0, c'est le cas lambda égale 0, donc c'est pas le cas qu'on regarde ici. Nous, on veut des mu qui sont strictement supérieurs à 0. Donc sin h mu pi peut pas être égal à 0, donc c'est b égale à 0. Donc θ de pi égale θ de moins pi impose b égale 0, il ne reste plus que le a. Et donc le θ', la dérivée de cos h, c'est sin h directement. Donc là, ça fait que la dérivée c'est mu a sinus hyperbolique de mu pi. Et maintenant on écrit la même égalité. Ça fait en moins pi, ça fait mu a sin h de moins mu pi. On peut sortir le moins parce que c'est une fonction impaire toujours. Ça doit être égal à θ' de pi, c'est-à-dire à mu a sin h de mu pi. On fait passer celui-là de l'autre côté. Ça fait 2 mu a sin h mu pi égale 0. Et sin h mu pi et mu sont pas égaux à 0, donc il ne reste plus que a égale à 0. Donc il n'y a pas de fonction propre, il n'y a pas de solution non triviale. Lambda négatif n'est pas une valeur propre pour ce problème. Ok. Et donc maintenant lambda supérieur à 0. Donc on prend le cas lambda égale à mu carré, où mu est un nombre supérieur à 0 ou pas. Pardon. C'est mu carré qu'on veut. Donc ça nous fait θ seconde plus mu carré θ égale 0, et ça on sait que la solution est de forme fonction trigonométrique normale, donc ça nous fait θ égale à a cos mu θ plus b sinus mu θ, comme solution de cet écodif. Et à nouveau on va regarder les conditions limites. On veut que θ de pi soit égal à θ de moins pi, donc a cos mu pi plus b sinus mu pi. Ça doit être égal à θ de moins pi, c'est-à-dire à a cos mu pi moins b sinus mu pi, parce que cos est pair, donc cosinus de moins mu pi c'est cosinus de mu pi, et sinus est impair, donc sinus de moins mu pi c'est moins sinus de mu pi, pardon. Et à nouveau, les a cos mu pi vont disparaître, oui c'est ça, et on peut regrouper les termes, ça nous fait b sinus mu pi égale à 0, et donc ça va pas être bon, on le garde dans un coin, on va voir. Et donc ensuite, même travail sur la dérivée. La dérivée de a cos mu θ c'est moins a sinus mu θ, la dérivée de b sinus mu θ c'est b cosinus mu θ. Donc en pi maintenant ça fait moins mu a sinus mu pi,
que là c'était moins sinus la dérivée, plus b mu cosinus mu pi, égale la θ' en moins pi, donc moins sinus moins mu pi, c'est plus sinus mu pi, donc ça fait a mu sinus mu pi, plus b mu cosinus mu pi, parce que c'est une fonction paire, donc cosinus moins mu pi, c'est cosinus mu pi. Ok, donc à nouveau on fait passer de l'autre côté, donc on voit que les b mu cosinus mu pi vont disparaître, il va nous rester a sinus mu pi égale à 0. Et donc on veut satisfaire ces deux équations, b sinus mu pi égale 0, a sinus mu pi égale à 0, et on va les satisfaire simultanément, parce qu'on ne veut pas que a ou b soit, enfin, on n'a pas imposé a priori que a ou b soit nul, on va avoir une seule condition au final qui est sinus mu pi égale à 0, ce qui veut dire que mu doit appartenir à n+, pour qu'on vérifie ça, sinus de n pi c'est égal à 0 si n est entier. Et donc nos valeurs propres, lambda n, vaudront mu n carré, vaudront donc n carré. En revanche, on voit qu'on a deux fonctions propres parce qu'on a annulé ni a ni b dans le même processus. Et donc on aura des fonctions propres qui seront cosinus n θ et sinus n θ. Donc on a deux fonctions propres associées à une valeur propre unique, et ça c'est typique du fait qu'on a des conditions à limite périodiques. D'accord. On a deux fonctions propres linéairement indépendantes pour une valeur propre. Okay, et donc finalement, notre problème, qu'est-ce qu'on en a dit? On en a dit qu'on a une certaine valeur propre lambda 0 égale à 0, et pour lesquelles la fonction associée, ce sera θ0 égale à 0, une certaine constante. Et on a toute une autre famille de valeurs propres qui est n carré, et les fonctions propres associées, c'est θn de θ égale an cos n θ plus bn sinus n θ. Ok. Bon, très bien. Ça, on sait faire, jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va regarder le problème radial. Donc le problème radial, pour mémoire, c'était r carré r seconde plus rr' moins lambda r égale à 0. Ça, c'est une équation de Cauchy-Euler. L'équation de Cauchy-Euler, pour les résoudre, on va prendre un grand R qui est de la forme petit r puissance s, et on va l'introduire dans l'équation. Ça va nous donner... on va le faire. Donc, petit r puissance s, quand on le dérive une fois, ça fait s r puissance s moins 1, qui va être multiplié par r, donc ça fera s moins 1 fois petit r puissance s, ce terme-là. J'ai dit s moins 1, donc ça fera s fois r puissance s. Et la dérivée seconde, ça fera s moins 1 fois r puissance s moins 2. Quand on va multiplier r puissance s moins 2 par r carré, ça fera à nouveau du r puissance s, et qui sera multiplié cette fois par ss moins 1. Donc c'est ça qu'on obtient quand on introduit le r puissance s dans l'équadif. Ça nous fait ss moins 1 r puissance s, ça c'est bien ce terme-là. Ce terme-là nous donne du s r puissance s. Et ce terme-là, ici, reste moins lambda r puissance s. On met r puissance s en facteur, ok, et on développe réduit cette expression, ça fait s carré moins s plus s moins lambda. S moins s, ça fait 0, il reste s carré moins lambda égale à 0. On veut que ça soit égal à 0 pour quel que soit r, donc il faut que s carré moins lambda soit égal à 0. Ça veut dire que s est égal à plus ou moins racine de lambda dans cette équation. On a un premier cas à traiter, donc dans les valeurs propres qu'on avait déterminées avant, c'est le cas où lambda est égal à 0. Dans ce cas-là, on voit qu'on n'a qu'une seule valeur pour le s, c'est 0. Ça nous fait que notre solution radiale, pour l'instant, prend une forme d'une solution unique qui est C1 constante fois R puissance 0, c'est-à-dire C1. R puissance 0, ça fait 1. Ok, dans une équadif de deuxième degré, on doit avoir deux solutions indépendantes, pour une équadif homogène. Et donc, il faut qu'on cherche une deuxième solution à cette équation. Et on va donc reprendre notre équadif en resubstituant lambda par sa valeur. Donc ça nous fait cette équation-là, quand on fait cette opération. Elle devient en fait le r carré r seconde plus rr', c'est égal à r fois rr'. Et ça, on peut l'intégrer successivement deux fois, donc le r on l'envoie de l'autre côté, ça fait 0 divisé par r, ça fait 0. Et donc on intègre une première fois, ça va faire apparaître une constante égale à rr', d'accord, rr' est égal à c2. Ok, le r on le fait passer de l'autre côté, ça fait r' égale c2 sur r, et maintenant on intègre encore une fois, et ça fait r égale c2 ln de r, la primitive de 1 sur r c'est ln de r. Et donc on a une deuxième solution qui est logarithmique, qui est de la forme r égale c2 ln de r. Donc au total, la fonction associée à lambda 0, dans sa généralité, c'est r0 de r égale c1 plus c2 ln de r. Mais on avait dit qu'on avait une condition de non-divergence en 0, et ln de r passe à divergence 0, et du coup on ne retient pas ce terme-là, et tout ce qu'on retient pour R0, c'est que c'est égal à C1, une certaine constante. Et puis c'est tout. Donc on a traité le problème radial pour la valeur lambda 0 égale 0. Maintenant il faut qu'on traite le cas lambda n égale n carré.
où n est a priori supérieur à 0, mais là c'est pas gênant. Et là dans ce cas-là, pour le coup c'est tout simple, on avait dit que S dans ce cas-là est égal à plus ou moins lambda, et donc on a deux solutions linéairement indépendantes, c'est R puissance n et R puissance moins n, et donc la solution prend la forme C1 R puissance n plus C2 R puissance moins n. Et à nouveau, on va avoir un argument pour se débarrasser de ce terme-là, à savoir que quand R tend vers 0, ce terme-là diverge, c'est du 1 sur R puissance n, et donc on ne le garde pas, et donc tout ce qui nous reste c'est la forme Rn de R égale C1 fois R puissance n. Ça y est, on a résolu le terme radial, et donc on peut superposer nos solutions. Elles vont être de la forme somme de n égale 0 à l'infini des R puissance n à n cos n θ plus bn sinus n θ. On voit que en n égale à 0, ça fait bien disparaître le sinus, tout ça se passe bien. Le cos va être égal à 1, donc on aura bien notre solution à 0. Et ça fera R puissance 0 qui fait 1, donc ça fera juste un terme à 0. Donc ça c'est bien cachère entre guillemets, hein, ça représente bien tout l'ensemble des solutions qu'on a déterminées correctement. Très bien. Maintenant, il faut qu'on regarde notre condition aux limites en R égale à A. On avait dit que c'est f de θ égale U, A et θ. Okay. On remplace du coup R par la valeur A, et donc ça devient somme de n égale 0 à l'infini de A puissance n à n cos n θ plus bn sinus n θ. On voit une superbe série de Fourier, où le coefficient de la série de Fourier, c'est pas juste A indice n, c'est A puissance n fois 1 indice n pour la partie en cosinus, et c'est A puissance n fois bn pour la partie en sinus. Donc au total, les coefficients de la série de Fourier sont donnés pour le terme A0. Alors le terme A0, pour le coup, on obtient juste A0, d'accord. Donc il est directement donné par son expression normale de la série de Fourier dans le cas présent, qui est 1 sur 2pi, intégrale de moins pi et pi de f de θ dθ. Le terme AN, ce qu'on a en fait, c'est que c'est A puissance n à n, qui a un indice n, qui est égal au coefficient de la série de Fourier. Donc à 1 sur pi intégrale de moins pi et pi de f de θ cos n θ. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le A indice n, et donc on divise par A puissance n le terme de la série de Fourier, et ça nous donne bien le coefficient qu'on cherche ici. De la même façon, moralement, donc je ne vais pas le répéter, le Bn c'est 1 sur pi A puissance n intégrale de moins pi et pi de f de θ sinus n θ dθ. Voilà. J'espère que j'étais assez clair, mais comme c'est des modes de raisonnement qu'on a déjà vus, je me suis permis d'accélérer un petit peu. Voilà, si c'est pas clair, on pourrait poser des questions en TD, il n'y a pas de problème bien sûr, pour revenir là-dessus. En R égale à 0, il faut qu'on regarde un peu ce qui se passe. Ce qui se passe en R égale à 0, on voit qu'on a U de 0 et de θ, qui est égal à A0 quoi qu'il arrive. Et ce A0, il est égal à 1 sur 2pi, intégrale de moins pi à pi de f de phi des phi. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis un phi, mais pourquoi pas. C'est une variable muette, qui est ici égale à 1 sur 2pi, intégrale de moins pi à pi de U A, enfin U de A et de phi des phi. Okay. Donc on voit que la valeur au centre, la valeur en 0, c'est la moyenne de U sur le bord. D'accord. Donc c'est un premier effet intéressant pour notre équation qui décrit un potentiel. Le potentiel au centre, c'est la moyenne du potentiel sur le bord du système. Enfin du cercle en l'occurrence. Ce qu'on dit là est vrai, pas forcément de façon générale, je ne saurais pas dire pour le coup. Bref, c'est pas la question que j'ai préparée, donc j'ai pas d'argument là-dessus. Ensuite, et maintenant, si on prend un f de θ qui est constant, f de θ égale à une constante f de 0, on voit que dans ce cas-là, A0 va être égal à f de 0, hein, automatiquement. Parce que si on fait 1 sur 2pi, intégrale de moins pi à pi de une constante fois des phi, l'intégrale ce sera f de phi pris entre moins pi et pi, ça fera f fois 2pi sur 2pi, ça fera f0, d'accord. Donc on a que A0 est égal à f0, et on va se retrouver avec les AN et les BN qui vont être égaux à 0 pour les n supérieurs à 1. Et donc on aura que U de R et de θ va être égal à F0, va être égal à F. Donc si U est constant sur tout le périmètre du disque, U est constant aussi à l'intérieur du disque, automatiquement, d'après cette analyse-là. Donc pour qu'il y ait une variation du potentiel à l'intérieur du disque, il faut que le potentiel soit non uniforme sur le disque lui-même. Ok. Il faut que le U soit non uniforme. Il faut que je me méfie de mon langage en potentiel. Je raisonne pas comme ça là, donc je risque de dire des bêtises. Voilà. Alors, on a vu une première solution, on n'a pas vu apparaître les équations ni de Bessel, ni rien d'autre pour l'instant. Ce cas qu'on regarde est intéressant pour ce qui va suivre maintenant, à savoir que, parce que la résolution ne posait pas de problème particulier, hein, il est intéressant parce que c'est une de ces situations où on peut exprimer la solution comme une intégrale. Il me semble qu'on avait déjà rencontré ça une fois, je ne me rappelle plus à force, je vais me répéter beaucoup à ce niveau. Je pense, ça commence à faire longtemps que je prépare ces vidéos. Mais donc,
on peut le mettre sous forme d'une intégrale. Donc là, ici, j'ai développé la solution qu'on vient de décrire complètement. Donc on a écrit ici le terme A0, ici les termes en AN, BN, d'accord, où j'ai remplacé les AN par leur expression, et ici les BN par leur expression. Ok. Donc on avait dit, hein, les AN c'était 1 sur pi AN, intégrale de moins pi à pi de f de phi cosinus n phi d phi, ok, multiplié par r puissance n cos n θ. Bon, on peut mettre ça dans l'intégrale, il n'y a pas de problème, c'est pas dépendant du phi par rapport auquel on intègre. Et même musique pour les BN, d'accord, ils étaient égaux à 1 sur pi à n, intégrale de moins pi à pi de f de phi sinus n phi d phi, et on peut rentrer à l'intérieur le r puissance n sinus n θ, qui serait devant moralement au début. Il peut rentrer dans l'intégrale puisqu'il a le bon goût de ne pas dépendre de phi. Ok. Alors, là on fait une opération où on va permuter les sommes et les intégrales. Ça sous-entend qu'on fait l'hypothèse que nos fonctions sont suffisamment continues, sont lisses par morceaux en fait. Sont des fonctions lisses. On reviendra dessus brièvement à la fin, mais parce qu'on va voir qu'en fait la solution qu'on obtient est un petit peu moins rigide que les conditions d'interversion de la somme et de l'intégrale, donc c'est une bonne nouvelle. Donc tout ce que j'ai fait là, c'est simplement regrouper tout le monde. Donc on voit qu'on intègre tout le monde entre moins pi et pi, donc je dis on intègre tout le monde entre moins pi et pi, implicitement, moralement, j'ai le droit de le faire si mes conditions ont la bonne régularité par rapport au signe somme. On en avait discuté dans les séries de Fourier de ça. Le 1 sur 2 pi, je le mets en facteur. Du coup, comme là, c'est pas du 1 sur 2 pi, mais du 1 sur pi, ça me met un 2 devant la somme. D'accord, pour que ça fasse bien du 1 sur pi au final quand on ramène le 1 sur 2 pi là-dedans. Ok, et on somme de n égale 1 à l'infini. Qu'est-ce qu'on somme exactement? Le f de phi, j'ai mis en facteur, parce qu'il est en facteur pour tout le monde. Hein. Okay. Donc là, il ne reste plus que le 1. Ce terme constant est devenu 1 à l'intérieur de la parenthèse. Et dans les puissances, on a sorti le f de phi. On a sorti le 1 sur pi. Il reste le r puissance n sur a puissance n. Cosinus n θ, cosinus n phi. Et ici, sinus n θ, sinus n phi. D'accord. Donc ça, quand on ramasse tous les termes qu'on factorise, en se donnant le droit d'intervertir somme et intégrale, on obtient cette relation-là. Okay. Maintenant, un peu de trigo. Cosinus n θ, cosinus n phi plus sinus n θ, sinus n phi, c'est en fait égal à cosinus de n fois θ moins phi. Il faut connaître ces identités trigonométriques là pour le coup, hein. Mais cos A cos B plus sin A sin B, c'est cosinus de A moins B. Okay. Donc c'est juste ça qu'on dit. Donc on regroupe tous ces termes là en un seul, et on n'a plus que somme de n égale 1 à l'infini des r puissance n sur a puissance n cosinus n θ moins phi. Et là ce qu'on va voir, c'est que cette somme on peut la mettre sous la forme d'une fonction. Donc ça va être ça l'étape suivante. Comment est-ce qu'on voit ça? Alors le plus simple que j'ai trouvé personnellement, c'est de mettre le cosinus sous sa forme d'exponentielle complexe. Donc il faut se rappeler qu'on peut mettre les fonctions trigonométriques sous forme d'exponentielle complexe. Hein. Exponentielle iθ, c'est cos θ plus i sinus θ. Exponentielle moins iθ, c'est cos θ moins i sinus θ, à cause de la parité de cosinus et de sinus. Et donc, si vous faites exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ, les sinus s'en vont, et tout ce qui vous reste, c'est 2 cos θ. D'accord. Donc 2 cosinus θ, c'est égal à exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ. Et donc le 2 là disparaît de ce fait-là. Et notre cosinus n θ moins phi devient exponentielle iθ moins phi plus exponentielle moins iθ moins phi. Et le n, du coup, qui est dans l'exponentielle, ben, j'ai le droit de mettre en puissance, et on peut mettre tout le monde dans la puissance, puisqu'on a r puissance n, a puissance n, exponentielle puissance n, on met tout le monde dans la même puissance. Et donc ce qu'on obtient, c'est cette somme-là, hein, 1 plus somme de n égale 1 à l'infini, des r sur a, exponentielle iθ moins phi, puissance n, plus r sur a, exponentielle moins iθ moins phi, le tout puissance n. Ok, donc ça c'est une première étape sympathique. On a quelque chose qui est plus symétrique quelque part dans l'expression. Et maintenant, il faut se rappeler de cette petite relation, là c'est de ça dont on a besoin ici, qui vient d'un travail sur les séries, à savoir que somme de n égale 1 à l'infini de x puissance n, pourvu que x soit inférieur à 1, est égal à x sur a moins x. Donc ça je ne vais pas le démontrer ici, c'est vraiment un travail sur ce que vous avez dans un cours sur les suites et les séries. Donc je ne vais pas revenir là-dessus ici, je ne l'avais pas fait quand on a introduit les séries, parce que à l'époque j'ai pas pensé plus que ça, puis bon c'est très spécifique, donc ça ne méritait pas qu'on s'attarde dessus avant, on se le donne ici, si vous voulez trouver ça, allez voir dans les bouquins, peut-être même sur internet, vous le trouvez démontré sans aucun problème. Ou réfléchissez-y et trouvez-le vous-même, hein. C'est toujours mieux de réfléchir par soi-même. Et donc ici, norme de x inférieure à 1, ou valeur absolue de x inférieure à 1, on est dans un disque, la valeur de r est au maximum égale à a, et exponentielle de iθ moins phi, ça c'est un nombre qui est toujours
inférieur à 1, d'accord. Donc cet ensemble-là est forcément inférieur à 1, enfin même en norme il est égal à 1. Donc ce terme ici là est effectivement inférieur à 1 et donc on peut appliquer cette règle-là. Et donc écrire que notre somme de n égale à 1 à l'infini de ces deux termes-là va pouvoir se ramener à x sur 1 moins x, où x c'est r sur a exponentielle i θ moins phi dans un cas, et r sur a exponentielle moins i θ moins phi dans l'autre. Donc là, ce terme-là devient r sur a exponentielle i θ moins phi sur 1 moins r sur a exponentielle i θ moins phi, et ce terme-là devient la même chose avec des moins à l'intérieur de l'exponentielle. Ok. Donc déjà, on voit que le signe somme a disparu. Okay. Bon, mais on a des exponentielles complexes, on aimerait bien s'en débarrasser, et ça, on peut, en fait, on va juste les recombiner ensemble. Alors là, j'ai fait quelques petites étapes d'un coup. Je vous laisse refaire tous les détails ensemble, mais juste moralement, comment on fait. On met au même dénominateur, donc on fait 1 moins r sur a exponentielle i θ moins phi fois 1 moins r sur a exponentielle moins i θ moins phi, pour mettre en bas au même dénominateur. Tout calcul fait, ça va vous donner cette expression-là. Okay. Et en haut, du coup, ça, on doit multiplier par ce dénominateur-là. Ce terme-là, à droite, on multiplie par le dénominateur de la fraction de gauche. Du coup, ce qu'on va avoir, c'est du r sur a exponentielle i θ moins phi fois 1 plus 1 fois r sur a exponentielle moins i θ moins phi. La somme de ces deux exponentielles-là, ça fera 2 cosinus θ moins phi. Okay. Et après, on a du r sur a fois moins r sur a, ça fait r carré sur a carré, et exponentielle de i θ moins phi fois exponentielle de moins i θ moins phi. Ça va faire exponentielle de 0, ça va faire 1. Donc ça fait r carré sur a carré. Et ici, on va retrouver la même chose. Ça va faire moins r carré sur a carré. Est-ce que j'ai oublié un terme? Non, ça doit être ça, parce qu'on a du moins 2r carré sur a carré. Donc on doit avoir un moins par moins qui fait plus... attendez. Oui, non, mais non, c'est bête. C'est ça fois ça, ça fait moins le machin que j'ai dit. Et ça fois ça, ça fait moins r sur a carré. Ça fait donc moins 2r carré sur a carré. Là, on a mis du r sur a en facteur. Donc on n'a plus r carré sur a carré. On a r sur a facteur de ce truc-là. D'accord? Et au dénominateur, donc il faut faire les mêmes calculs que ce que j'ai dit là, hein, et ça vous donne, moralement, ça vous donne ce truc-là. Ensuite, le R sur A, on va faire rentrer les choses en haut, le R, on va le multiplier, ça fera du coup du R cos θ moins phi. Le A qui est là, en fait, on va multiplier en haut et en bas par A, ça fera A sur A carré. Le A carré, je vais le rentrer au dénominateur. 1 fois A carré, ça va faire A carré. R sur A fois A carré, ça fera A sur R. Cos θ moins phi. Et le R carré sur A carré va devenir R carré. Voilà. Et on a foutu un 2 en facteur. Il y a le 2 qui est là devant. Et le 2 en facteur, c'est ce 2-là. Oui, d'accord. Bon, je crois que j'ai rien oublié. Donc il n'y a pas d'arnaque, hein, a priori. Et donc, oui, c'est ça. Et là, on a multiplié par A en haut, donc ça va faire du 2R A cos θ, moins 2R sur R fois A sur A, il ne reste plus que le R qui est multiplié par R qui vient de là, fait R carré. Voilà, pardon, faire toute la manipulation arithmétique à l'arrache quand j'ai sauté plein de lignes, c'est un peu le bazar, mais tout est juste, il n'y a pas de problème. Je vous laisse le reprendre par vous-même. Et donc, au total, ce qu'on a montré, c'est qu'on avait U de R et θ qui est égal à 1 sur 2pi intégrale de moins pi et pi de f de phi, là nos sommes, devient égal à 1 sur 2pi intégrale de moins pi et pi de f de phi fois 1 plus 2 à r cos θ moins phi moins r carré sur a carré moins 2 à r cos θ moins phi plus r carré d phi. Et il n'y a plus de série à l'horizon. Tout ce qu'on a maintenant, c'est une intégrale. Et on sait trouver la valeur de u en r et θ, connaissant f de phi, et résolvant cette intégrale-là. Ça nous donnera la valeur qu'on cherche. Voilà, en substituant θ à r, θ et r par les valeurs qui nous intéressent. On peut améliorer un tout petit peu la chose pour la rendre un peu moins moche encore. Alors on met du... oui, donc on fait... Oh, j'aurais pu le faire avant. Bref, c'est pas grave. On met au même dénominateur le 1 avec ce terme-là, d'accord. On voit que on va se retrouver avec... En mettant au même dénominateur, on aura du A2 plus R2 moins R2. Est-ce que c'est ça qu'on a? Ouais. Non, il y a un... ce moins R2, c'est ce moins R2 que je cherche dans ma tête un peu épaisse là. Oui, non, attendez. Ouais, c'est compliqué de faire l'arithmétique sans les étapes, je ne referai plus ce genre d'erreur. Enfin, je l'ai déjà fait déjà. Ouais.
Donc ici, quand on a un dénominateur, ça nous fait du A2. Ça, on regarde, on est content. Moins 2AR cos θ moins phi plus 2AR cos θ moins phi, ces deux-là vont s'en aller. Ok. Et donc, plus R2 moins R2, ouais, c'est là que j'ai un... d'accord, non, autant pour moi. Ça fait plus R2 moins 2R2, donc il reste un moins R2, donc il nous reste bien A2 moins R2. C'est ça. Ok, il n'y a pas d'erreur. Ça fait bien du A2 moins R2 qu'on peut sortir de l'intégrale. Voilà, le 2pi il était déjà en dehors de l'intégrale, donc ça fait A2 moins R2 intégrale sur 2pi, pardon, intégrale de moins pi à pi de f de phi sur A2 moins 2AR cos θ moins phi plus R2 des phi. Donc ça c'est l'équation de Poisson. Enfin c'est la formule intégrale de Poisson, pardon. C'est pas l'équation de Poisson. C'est la formule intégrale de Poisson pour le disque. Donc là, connaissant f et résolvant cette intégrale, on a la solution de U. Donc je l'ai dit un petit peu quand on l'a fait, par ailleurs, l'interversion de la somme et du signe intégral suppose que la fonction f soit lisse par morceaux sur l'intervalle moins pi. En réalité, la formule intégrale de Poisson est valable sur des conditions un peu plus relaxées. Il suffit que f soit continue sur moins pi, et on a le droit d'utiliser, enfin cette relation-là fonctionne correctement. Voilà. Donc voilà, on a vu dans un disque un peu ce qui se passait. On n'a pas vu sortir du bois les fonctions de Bessel pour l'instant. On a vu, ça je voulais y venir en fait, la formule intégrale de Poisson, qu'on comprenne un peu d'où elle vient dans ce genre d'équation. Ok, maintenant on va prendre un autre problème, qui est le problème d'une membrane vibrante circulaire. Alors là j'ai tout balancé d'un coup, on va regarder ligne par ligne. Donc le problème s'écrit comme ça, hein, d2u sur dt2, pardon, donc la dérivée seconde par rapport au temps, est égal à c carré fois le Laplacien dans le repère polaire. Hein. Je le mets directement dans le repère polaire. Donc d2u sur dr2 plus 1 sur r du sur dr plus 1 sur r carré d2u sur dθ2. Okay, donc ça c'est notre Laplacien. Donc ça c'est bien notre équation d'onde en fait, dans l'équation de la membrane vibrante, dans le cas présent. Et maintenant il faut qu'on regarde un peu les conditions limites qu'on va imposer, ou les conditions de périodicité et de majoration, ça va être toujours la même chose. À savoir que ici, on est dans un repère sur une membrane circulaire, donc quel que soit R et T, en moins pi, on doit trouver la même chose qu'en pi, donc on doit, comme condition limite périodique, on doit avoir U de R moins pi t doit être égal à U de R pi t, et pareil pour la dérivée, du sur dθ, en θ égale moins pi et θ égale pi doit être égal. D'accord. Ensuite, on va imposer une condition limite qui est que sur le périmètre, on regarde un tambour, si vous voulez, à savoir donc que le bord du tambour doit être fixé, et donc U, le déplacement vertical de votre tambour doit être nul sur les bords, donc en R égale A étant le diamètre, le rayon pardon, de notre tambour, quelle que soit la valeur de θ et quelle que soit la valeur du temps. Okay. Au centre, pareil, on ne veut pas de divergence, c'est comme tout à l'heure, ça, on aura souvent cette condition-là qui sort dans les problèmes polaires, et cylindriques d'ailleurs. Et ensuite, on va imposer des conditions initiales, à savoir que U, quel que soit R et θ, mais à t égale 0, doit être égal à une fonction f de R et de θ, et la dérivée de U par rapport au temps, du sur dt, pardon, quel que soit R et θ, mais à l'instant initial, doit être égal à une deuxième fonction g de R et de θ. Donc ça, c'est nos conditions initiales, et ça, c'est les conditions limites qui contiennent une majoration, deux conditions limites périodiques, et une vraie condition limite, si je puis dire moralement, sur les bords. Ok, donc tout ça, je ne le rejustifie pas, on l'a vu juste avant, donc voilà, on a vu d'où ça venait, je reviens pas dessus, et ça, ce qu'on n'avait pas trop regardé avant, c'est des conditions initiales. On peut séparer, on a des conditions limites périodiques, ça pose pas de problème en tant que tel. On impose donc que U de R, θ et t doit être égal au produit de grand R fois grand θ fois grand t. D'accord, trois fonctions qui ne dépendent respectivement que de R, que de θ et que de t. Ok. Et donc on substitue dans le problème, donc sur la partie temporelle, R et θ sont indépendants, d de t sur dt2, ça fait t secondes, d'accord. Et dans le Laplacien, on obtient c carré facteur de R secondes plus 1 sur RR', d'accord. On a dr sur d2 de R sur d petit r2, ça fait R secondes. Là on a du d2 grand R sur dr, d de petit r, ça fait du R', fois θ t, j'ai mis en facteur ici, parce qu'ils ne sont pas dérivés par petit r. Et ici on dérive la fonction deux fois par rapport à θ, donc il n'y a que grand θ qui est affecté, qui devient θ secondes, R et t ne sont pas affectés, et on avait C2 sur R2 devant. Ok. On divise tout par C carré R θ t, d'accord. Du coup, ici, ce qu'on récolte, c'est t secondes sur c de t. Okay. Ici, on en perd le θt et le c2. Donc, il nous reste r secondes plus r' sur petit r grand R. Et ici, on perd le r, le t,
et le C2, et tout ce qui nous reste, c'est 1 sur R carré, θ seconde sur θ. Et on fait, et donc ce qu'on voit, une fonction qui dépend que du temps, une fonction ici qui dépend que de R et de θ, donc ça doit être égal à une constante, moins lambda. Ok. Très bien, donc on a une première équadif qu'on va garder telle qu'elle, c'est t seconde plus lambda c carré t égale à 0, quand on fait passer le c carré t et qu'on ramène tout de l'autre côté. Ça c'est comme d'hab. En revanche, ici, ce qu'on a, c'est cette équadif-là, qui est enfin encore une équation de dérivée partielle moralement, savoir qu'on n'a pas séparé les r et les θ, il faut qu'on sépare les r et les θ encore sur cette expression-là. Donc on la sépare, on fait passer pour ça le... alors là, j'ai déjà fait des étapes, qu'est-ce que je fais comme étape? J'ai tout multiplié par r carré rθ, d'accord. Si je multiplie par r carré rθ, alors retrouvons nos petits juste pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, mais assurons-nous qu'il n'y a pas de petits, pas d'erreur, je veux dire. Si je multiplie tout par r carré rθ, ça fait moins lambda r carré rθ que je ramène de l'autre côté, qui devient plus lambda r carré rθ. Ok, donc j'ai tout multiplié par r carré rθ, donc le r carré s'en va ici. Le θ s'en va, et donc ça nous fait, il ne reste plus que le grand R fois θ seconde sur ce terme-là, que j'ai fait passer de l'autre côté, donc il a pris un moins devant. Et ici, on multiplie par R carré, donc R carré sur R, on multiplie par R, ce qui est dans la fraction, là ça fait du R carré ici, et là du R simplement, pour le R'. Le θ, il n'est pas au dénominateur, donc il reste, donc avec fois le θ R seconde et θ R' ici. Et le grand R, comme on multiplie par Rθ, le grand R simplifie, et donc il n'y a plus de dénominateur. Donc on s'est débarrassé de nos dénominateurs complètement, et on obtient cette relation-là. Okay. Et maintenant, pour séparer ça, on divise tout par θ. Donc là, ici, tous les θ disparaissent. Ici, ça fait du moins R θ seconde. Après, on divise tout par moins R, apparemment. Par R. J'ai fait un truc bizarre. Oui, il manque peut-être un signe moins, là. C'est mal. J'ai oublié un signe moins. Pardon. Et donc, on divise tout par R. Et du coup, on obtient ici tout qui est divisé par grand R. D'accord. Et on obtient de ce fait à gauche une fonction qui ne dépend que de R, ici, là, au milieu, si je puis dire, qui dépend que de θ, donc ça c'est égal à une autre constante de séparation, qu'on va appeler mu à partir de maintenant. Et donc on obtient cette équadif-là. Est-ce que il y a un moins là qui va être gênant? Ouais. Bon, on va y revenir. On peut peut-être s'en débarrasser par un changement de variable plus tard. Mais non, je vois pas. Si j'ai un moins ici. Bon, il y a une petite arnaque de signes. Pour autant, ça marche, donc voilà. Bon, il faudrait que je réfléchisse plus. Je suis désolé à chaque fois que c'est des slides qui sont tellement nombreux avec tellement de trucs que je fais forcément des petites erreurs. Bon, il y a une petite question là sur le signe moins qui a disparu. Si ça se trouve, c'est trivial, mais je l'ai pas qui vient là. Ok, bref, et donc on a séparé les deux termes. Et donc on voit ici que on va, pour la partie en R, on va multiplier le mu par R et on va le ramener de ce côté-là. Et on va avoir du coup R carré R seconde plus RR' plus lambda R2 moins mu fois R égale à 0. Et là, oh, surprise, équation de Bessel. Et ici, enfin, ça va devenir équation de Bessel. Et ici, on a le terme en θ, qui fait θ seconde plus mu θ égale 0. Ouais, il y a une arnaque de signes là. Bref. Donc les conditions limites et compagnie là s'imposent pour la partie θ, ça va être θ moins pi égale θ pi, comme on avait vu tout à l'heure, et θ' de moins pi égale θ' de pi. Sur R, c'est indifférent. Et on doit avoir R de A égale à 0, c'est comme ça qu'on va appliquer la condition aux limites. Et c'est sur la partie grand R qu'on peut avoir une divergence, donc on interdira les divergences quand R tendra vers 0+. Donc la partie θ est insensible au fait que R tende vers 0+. Ok, donc on va traiter le problème angulaire sous la forme qu'il a là, qui est donc θ seconde plus mu θ égale à 0, avec θ de moins pi égale θ pi, et θ' de moins pi égale θ' de pi. On a déjà résolu, donc on peut y passer 15 plombes. Les valeurs propres qui vont fonctionner sont les mu n égale n carré, d'accord, avec des fonctions propres qui sont θn de θ égale à n cos n θ plus bn sinus n θ. Bon, ça c'est un problème qu'on a déjà traité. Le problème radial, on va le mettre sous forme de Sturm-Liouville pour voir un peu ce qu'on peut lui faire dire, à savoir que sous forme de Sturm-Liouville, il devient d sur dr, petit r, d grand R sur dr, plus lambda r moins n carré sur r, grand R égale à 0. On voit que notre P de R, tel qu'on avait dit les choses dans le cours sur Sturm-Liouville, si vous ne l'avez pas en tête, je vous laisse le revoir. Je ne vais pas répéter ce qu'on a dit dans le cours de Sturm-Liouville ici.
je l'utilise. On voit qu'on a P de R égale à R, là. On a Q de R, donc le lambda R, hein, c'est normal dans notre... ça va être le lambda R ici, va nous donner le R du sigma de R. Et le Q de R, c'est ce terme-là, c'est moins n carré sur R. Okay. Donc on peut calculer le quotient de Rayleigh pour voir un peu les valeurs propres qu'on attend à ce problème. Donc le quotient de Rayleigh ici, je vous laisse relire là aussi le cours, hein. Il va s'écrire moins R, moins petit r grand R, R prime, pris entre 0 et A, plus intégrale de 0 à A, de cette expression-là. dr sur intégrale de 0 à A, de grand R carré, petit r, R, dr. Ok. Donc c'est parti. On voit que ça, pris entre 0 et A, ça fait moins A grand R en A, R prime en A, plus la limite pour R qui tend vers 0 plus de R, grand R de R, grand R prime de R. Et ça va être égal à 0. Pourquoi? Parce que grand R de A est égal à 0, donc ce terme-là fait 0. Et pour R qui tend vers 0, on interdit que grand R diverge, donc ce truc-là, et le produit de deux fonctions, et grand R prime aussi, on interdit que ça diverge, donc c'est une fonction non divergente multipliée par un R qui tend vers 0, ça fait 0 aussi, quand R tend vers 0 plus. Et donc au total, tout ça fait 0. Donc ce terme-là fait 0, et ce terme-là est forcément positif. R est positif, R prime au carré est positif, N2 sur R est positif, R carré est positif, donc l'intégrale ici est positive, l'intégrale ici est positive, donc lambda est positif ou nul. D'accord ? Donc on garantit que lambda est positif ou nul. Donc on peut se concentrer sur les lambda égale 0, lambda supérieur à 0, et pas traiter le cas lambda inférieur à 0, il n'y en a pas. Donc quand on prend lambda égale à 0, dans notre équation, hein, qui est là, donc on prend lambda égale à 0, ce terme-là disparaît, et tout ce qui nous reste, c'est R carré R seconde plus RR prime moins N carré R égale à 0, qui est une équation de Cauchy-Euler, qu'il faut résoudre pour les différentes valeurs de N. Donc si N est égal à 0, on l'a déjà traité tout à l'heure, si N est égal à 0, la solution c'est A0 ln de R plus B0, on ne va pas retenir le ln de R pour des questions de divergence. Si N est différent de 0, les solutions c'est AN fois R puissance N plus BN fois R puissance moins N. Je ne refais pas la résolution de cette équation de Cauchy-Euler, parce qu'on l'a fait juste avant avec le R puissance S, hein, tout à l'heure. Bon. J'ose espérer que le S transformé en N ne vous pose pas de problème. Donc pour les N supérieurs à 1, c'est ça, et à nouveau on va en avoir un argument pour se débarrasser du BN à cause de la divergence. Donc A0 et BN, et tous les BN sont égaux à 0, pour éviter les divergences. Ok. Lambda supérieur à 0, maintenant, on va faire un changement de variable, on va prendre x égale racine de lambda fois R. Pourquoi ça? Parce que ça va nous mettre sous la forme de l'équation de Bessel exactement. Ça veut dire que d de grand R sur d petit r va être égal, ça c'est donc la dérivation des fonctions composées, hein. Ça fait d grand R sur dx fois dx sur dr, okay. Dx sur dr ici, ça fait racine de lambda fois donc dr sur dx. Ok, d de r sur dr2, alors là c'est une dérivée seconde composée, mais on peut reprendre la dérivée première du coup, hein, et en profiter. Ou prendre la relation générale, je ne l'ai pas repris ici, hein, mais du coup ça vous fait lambda égale d de r sur dx2. Et R, on voit que c'est égal, simplement, alors en inversant cette relation, c'est égal à x sur racine de lambda. Ok. Donc maintenant, du coup, on voit que quand on introduit ce changement de variable dans l'équation de gauche, on va avoir l'équation de droite qui est l'équation de Bessel, à savoir que d de r sur dr2, ça va devenir ce qu'on a dit lambda fois d de r sur dx2, et r carré, ça va devenir x2 sur lambda, et donc les lambdas s'en vont, et tout ce qu'on a c'est x2 d de r sur dx2. D'accord. De la même façon, r fois d grand R sur dr, ça devient x sur racine de lambda fois dr sur dr, c'est racine de lambda fois dr sur dx, les deux racines de lambda s'en vont, tout ce qui reste c'est x fois dr sur dx. Okay. Lambda r carré ici, ça devient simplement x carré, et n carré il n'est pas affecté. Voilà. Et donc ça y est, on a récupéré notre équation de Bessel telle qu'on la connaît, et on sait que n ici c'est un entier. Et donc on se rappelle, hein, alors là pour le coup maintenant on a le droit d'utiliser les solutions qu'on a vues la fois d'avant, à savoir que donc les solutions Rn sont de la forme A, la fonction de Bessel de première espèce d'ordre n racine de lambda r, on refait notre changement de variable à l'envers, hein, c'est un x, et donc x c'est racine de lambda r, plus b, la fonction de Bessel de deuxième espèce d'ordre n racine de lambda r. Et on se rappelle que les fonctions de deuxième espèce, elles divergent en r qui tend vers 0, donc on ne va pas les retenir. Et donc on retient que le terme en fonction de Bessel de première espèce. D'accord. R de A doit être égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A, Jn racine de lambda fois A doit être égal à 0. Ça veut dire que racine de lambda fois A doit être égal à une racine de la fonction. Alors A n'est pas égal à 0, hein, par hypothèse, sinon on n'a pas de solution. Donc ça veut dire que Jn de racine de lambda fois A égale à 0.
Et donc ça veut dire que racine de lambda fois a doit être égale à un 0 de la fonction de Bessel. Et donc, alors méfiez-vous, comme j'ai pris la fonction de Bessel d'ordre n parce que l'indice n vient d'avant, ça nous fait znm. Je crois que dans le cours sur les fonctions de Bessel, c'était zmn ou c'était jm avec la nième racine de la fonction. Ici, c'est l'inverse, c'est la fonction de Bessel d'ordre n et c'est sa mième racine. D'accord. Donc racine de lambda fois a doit être égale à znm. Znm, c'est les racines de la fonction de Bessel. Alors ces trucs que vous trouvez tabulés, vous prenez Mathematica, ça vous les crache avec autant de chiffres des virgules qu'il vous faut, donc il n'y a aucun problème, c'est des choses qu'on sait bien déterminer. J'en reparlerai à la fin, on a une belle figure à la fin qui utilise ces trucs-là. Bref, tout ça pour dire que, donc on sait dire que lambda doit être égal à znm sur a au carré. Ça nous rappelle furieusement les lambdas qu'on trouvait dans nos fonctions, au début un peu quand on regardait les problèmes dans le repère cartésien et qu'on décomposait en série de Fourier, ça nous faisait des pi sur L au carré, des npi sur L au carré, des choses comme ça. On a vraiment ce genre de même relation, sauf qu'à la place d'avoir des npi qui sont des racines d'une sinus, on a des znm qui sont les racines de j. D'accord. Donc moralement, on a quelque chose de très similaire en fait, si on fait un peu l'analogie, si on dit que jn c'est un espèce de cosinus qui a pris cher, si je peux dire. Ok, et l'équation temporelle, du coup, qu'est-ce qu'elle devient maintenant qu'on a trouvé les valeurs de nos lambda? Elle devient t secondes plus c carré lambda nm t égale à 0. D'accord. Et les lambda nm, donc là j'aurais dû mettre lambda nm pour être propre d'ailleurs, ils sont égaux à znm sur a au carré. Okay. Et donc là, le lambda est positif, donc on sait résoudre cette équation-là, je ne rentre pas dans plus de détails que ça. On sait que c'est des fonctions en cosinus et sinus. Et donc Tnm de t va être égal formellement à ANM cosinus de racine de lambda nm fois ct plus b sinus de racine de lambda nm fois ct. Okay. En fait c'est racine de lambda nm c carré, mais racine de c carré ça fait c. Je l'ai sorti de la racine. Okay. Dimensionnellement c'est plus joli, ça fait bien quelque chose d'homogène, une vitesse fois un temps. Ok, donc on a résolu notre équation temporelle. Et maintenant, on peut superposer, donc ça fait un gros bazar quand même, quand on superpose toutes les dimensions de la solution. Donc c'est les grands R fois les θ et fois les grands T correspondants. D'accord. Donc on a dit que la solution en grand R, c'est nos fonctions de Bessel, J, N, dont l'argument est racine de lambda nm R. Okay. Multiplié par, alors là j'ai développé complètement, on se rappelle qu'en θ, on avait du cosinus nθ, sinus nθ, qui se distribue sur les cosinus racine de lambda nm ct, sinus lambda racine de lambda nm ct de la solution en temps. Donc on a 4 termes au total. Okay. On a le cos qui vient de θ fois t, on a le cos sin qui vient du cosinus pour le θ et sinus pour le t, on a le sin cos qui vient sinus du θ fois le cosinus du t, et sin qui vient du sinus de θ et sinus de t. D'accord. Donc on a ces 4 termes-là, avec des ANM, des BNM, des CNM et des DNM, donc tous les coefficients qu'il faut déterminer pour avoir la forme exacte de la solution. Et donc pour déterminer ces trucs-là, on a les conditions initiales. Alors pour pas y passer des plombes, je propose de simplifier les situations et prendre que la vitesse initiale est égale à 0. Ça veut dire que G de R et θ est identiquement nul. Et ça, donc si on prend la dérivée, les termes cosinus vont passer à des sinus. Sinus de t, ils vont faire 0, donc ils vont disparaître. Donc le terme en cosinus du temps, là, celui-là et celui-là, ils vont disparaître de la condition limite. Condition initiale, pardon, donc on ne les verra pas. Les sinus vont devenir des cosinus qui, pris en 0, vont valoir 1 et donc vont imposer que ces termes-là soient égaux à 0. Et comme les cos nθ, sin nθ, a priori, ne sont pas égaux à 0, c'est-à-dire que les BNM et les DNM doivent être égaux à 0. Donc imposer UT à t égale 0 égale à 0, ça nous impose dans notre solution que les BNM et les DNM soient égaux à 0. On simplifie un peu, on va traiter juste une situation bien, et puis après... moralement, si on n'avait pas ça, il faudrait faire la même chose 2 fois. Quoi. Ça ferait un truc un peu plus prise de tête, et je n'ai pas eu envie. Du coup, avec cette condition initiale, on voit que notre solution se simplifie un peu quand même. Elle devient Jn de racine de lambda nm R fois cosinus de racine de lambda nm ct, puisque c'est tous les termes qui nous restent, c'est les deux cosinus uniquement en fait. Facteur de anm cos nθ plus cnm sinus. Alors attendez, nθ, pas mθ. Je sais pas pourquoi j'ai mis un m ici. Ça allait trop vite. Ok. Non, c'est bien.
Ok, donc ça c'est notre solution une fois qu'on a imposé cette première condition initiale. Et ce qu'on va faire, c'est quand même imposer une condition initiale pour voir un peu comment ça se traite. Donc on se met à t égale à 0. Donc à t égale à 0, le cos ici fait 1, il disparaît gentiment. Donc ce qui nous reste, c'est somme de n égale 0 à l'infini, somme de m égale 1 à l'infini, des jn de racine de lambda nm de r, donc la fonction de Bessel de première espèce d'ordre n, fois anm cos n θ plus cnm sinus n θ. J'ai fait des copier-coller, pardon, hein, c'est des n tout ça. Oui. Bon, bref, ça va, je le corrige à l'oral, tant que vous écoutez, ça va. Je l'ai traîné partout, désolé, hein, j'ai même pas fait gaffe. Ok, et donc notre condition initiale, c'est que f de r et de θ doit être égal à ce truc-là. Donc on voit qu'on a, on va commencer par faire une première opération. Si on se met à r constant, ce terme-là est constant, d'accord. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une série de Fourier. À r constant, on a cette somme de m égale 1 à l'infini des jnm racine de lambda nm de r, qui est égale en fait à une constante qui multiplie une somme de anm cos n θ plus cnm sinus n θ, pardon, et donc une série de Fourier. Donc là, à r constant, on a une série de Fourier pour la partie de θ en fait. Donc les coefficients vont être de la forme pour n égale à 0, c'est-à-dire que ce terme-là disparaît, et ce qu'on a, c'est le a0, moralement, de la série de Fourier. Donc c'est 1 sur 2pi, intégrale de moins pi à pi, de f de r et de θ dθ, et ça, ce sera égal, donc je le répète, pour n égale à 0. Donc pour n égale à 0, on a bien j de 0, de racine de lambda de 0 et les m racines, on fait une somme sur les racines, hein, d'accord. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a calculé ce coefficient de Fourier là, et il est égal à une série de Bessel en fait, une série de Fourier Bessel ici, d'accord. Moralement, on avait déjà fait ça quand on avait vu les séries de Fourier à 2 dimensions. On avait enchâssé deux transformations de Fourier l'une dans l'autre. C'est exactement la même chose qu'on fait, sauf qu'on a une première série de Fourier, et après on a une série de Fourier Bessel, qu'on avait vu dans le cours sur les fonctions de Bessel. Okay, et après, pour les termes pour n différents de 0, donc ça nous fait des coefficients de la série de Fourier qui sont égaux à somme de m égale 1 à l'infini des anm jn racine de lambda nm de r. R est moralement constant pour l'instant. Égale donc à le terme de la série de Fourier correspondant à 1 sur pi intégrale de moins pi à pi f r θ cos n θ dθ, et pareil pour les sinus. Donc ça va nous concerner les cnm du coup, fois jn racine de lambda nm de r, somme de m égale à l'infini, va être égal au coefficient de Fourier pour la partie sinus. D'accord. Et donc maintenant, l'argument c'est de dire, on voit que notre coefficient de Fourier là, il est en fait égal à une série de Bessel. Donc il faut le développer en série de Bessel. Et donc au total, ce qu'on obtient, c'est que les A0M sont égaux à 1 sur 2pi, intégrale de moins pi 1 pi, intégrale de 0 à A, de f de r et de θ, j0 de racine de lambda 0 mr. Donc ça c'est... Ouais, c'est ça. R dr dθ. On se rappelle qu'il y a le r ici, parce que dans les séries de Fourier-Bessel, on a une fonction point qui est égale alors à x quand on l'a écrit en x, mais qui est égale ici à r puisqu'on l'a écrit en r. Très bien, divisé par, on normalise notre développement en série de Fourier-Bessel par donc l'intégrale de 0 à a de j0 au carré racine de lambda 0 mr r dr. Toujours cette fonction poids ici. Ok, les ANM eux sont égaux à 1 sur pi, ça nous vient de la série de Fourier, intégrale de moins pi à pi. Donc la série de Fourier, on la retrouve, f de r θ cos m θ dθ. Et on a une série de Fourier-Bessel pour laquelle le coefficient est donné pour la partie Fourier-Bessel de notre série, qui est donnée par intégrale de 0 à a de... alors ça c'est jn, pas j0, il y a des copier-coller malheureux. Racine de lambda nm, là c'est correct, je leur sais le faire. Cosinus n θ, décidément, r dr. Pareil, ici, pardon, c'est pas des m, c'est des n, ça. Oui, c'est ça, puisque là c'est pour la partie Fourier, donc c'est le n qui nous intéresse. Et les m, ça intéresse la série de Fourier-Bessel, et donc c'est les lambda ici qui prennent le m sur la tête. Voilà. Donc là, oui, petite erreur. Désolé, les m devraient être des n ici. Voilà, et donc ça nous donne le coefficient. Alors, c'est des petites intégrales sympathiques à résoudre. Pour l'instant, on va pas venir dans un cas pratique, on le fera tout à la fin, un cas sympathique où ça se passe très bien et on peut le faire en peu de temps. Il faut juste se rappeler, là, par rapport au cours précédent, sur les fonctions de Bessel, que l'intégrale de 0 à a de jn, racine de lambda nm de r au carré r dr, on peut écrire que c'est égal à l'intégrale
Donc si on développe le racine de lambda nm, il est égal à znm sur ar. Et ça, on sait l'intégrer, on avait vu la relation telle qu'elle ressort. Il y a un petit changement de variable à faire simplement, qui fait que c'est égal à a carré sur 2, jn plus 1. Donc la valeur de la fonction de Bessel d'ordre supérieur au niveau du 0 de la fonction jn. D'accord. Donc qui, pour elle, n'est pas un 0. Donc ça fait bien des termes qui sont différents de 0. Ok, voilà. Ok, donc on voit qu'on a des trucs un peu cauchemardesques. Si on a, dans les cas les plus généraux, on voit que ça peut demander de se gratter la tête un moment, voire ne pas être nécessairement soluble. Là, après, il faut voir au cas par cas. Mais formellement, on sait écrire des intégrales, et éventuellement, si tout ce qu'on peut faire, c'est des calculs numériques qui nous donnent des coefficients numériques, voilà, c'est très bien. Ça nous donne une capacité d'intégrer des choses numériquement progressivement, d'avoir malgré tout une relation analytique exacte de notre solution, ce qui est précieux parfois. Bon. Ok, et maintenant on va traiter en coordonnées cylindriques, et on va traiter un cas particulier. On va considérer un cylindre de hauteur h et de rayon a. Et on va traiter un cas, alors formellement on va voir un peu d'où il vient. Il vient d'une situation où on dit que le haut du cylindre est un potentiel donné par une fonction f de r et de θ. Et les parois métalliques du cylindre et la paroi basse, latérale et le couvercle en bas, eux sont mis à la terre, donc sont un potentiel nul. D'accord. Et ce qu'on veut, c'est calculer le potentiel à l'intérieur de notre cylindre. Formellement, c'est ça qu'on est en train de faire si on raisonne en physique. Et voilà. Après, d'un point de vue mathématique, on va voir comment ça se traite en fait. C'est ça qui nous intéresse dans ce cours. C'est pas de justifier tout d'un point de vue physico-chimique systématiquement. Voilà. Bon, après là, le langage pour le dire est un peu plus un langage de physicien. Je suis désolé parce qu'on est chimiste, mais vous en faites pas. À la fin, on va se prendre des trucs de chimiste dans la tête qui vous feront regretter les trucs de physicien. Les orbitales atomiques. Donc, potentiel de la face du haut, on l'impose comme étant à une fonction v de r et de θ, et les surfaces latérales et basses, donc j'ai dit, on les met à la terre, on impose que leur potentiel soit nul. Et ce qu'on veut, c'est trouver le potentiel électrostatique dans la boîte, qu'on va noter phi, ce potentiel électrostatique. Donc le Laplacien de phi doit être égal à 0, c'est comme Laplacien de phi égal à 0, pardon, c'est ça qui gouverne cette question-là. Donc on retrouve notre Laplacien ici polaire, plus la partie en z, puisqu'on a le repère cylindrique. Donc ça c'est le Laplacien en cylindrique, donc il ressemble au polaire ici, c'est le polaire ici en fait, plus la partie en z. Voilà. Et donc là on va pouvoir séparer, alors on ne dépend pas du temps sur ce problème-là, une horreur à l'après l'autre. Donc on sépare en trois fonctions, r, θ et z. Donc grand R, grand θ, grand z. Et on divise tout par r, θ et z, et ça nous fait une première séparation de variables facile, là, parce que quand on divise par r, θ, z, on voit, après avoir fait la dérivation, on voit qu'on fait apparaître 1 sur z, d2z sur dz2, ça c'est ce terme-là. Quand on dérive par phi, ça lui fait du d2z fois r et θ, qui ne sont pas affectés. Et donc comme on a divisé par r, θ, z, les r et θ sont disparus, et il nous reste un 1 sur z. Okay. Et ici, à gauche, je ne vous refais pas tout le détail, faites autant dans votre coin, éventuellement, pour voir, ici on a du r', et ici on a du θ seconde, en fait. Voilà, donc on a une première séparation, et là j'ai bien mis le signe moins, moins 1 sur z et 2z sur dz2 égale moins lambda. Ah ouais, les moins et moins peuvent s'en aller. Ah, et donc ça fait un changement de signe. Ouais, d'accord. Bon, bref, pardon, je réfléchis encore tout à l'erreur de tout à l'heure, parce que je l'aurai pas avant la fin de ce cours, donc j'y reviendrai plus tard si j'ai le temps. Donc ça, on peut faire une première séparation, et on a une première équation différentielle en z qui va venir de là. Après, il y a θ et r qu'il faut qu'on sépare. Qui prend cette forme-là, du coup, 1 sur r fois r, d sur dr de r fois dr sur dr, plus un 1 sur r carré θ, d de θ sur d θ 2, plus lambda égale à 0. Même musique que la fois d'avant, c'est la même séparation que ce qu'on avait fait en polaire, donc je reviens pas trop dessus, on sépare le θ d'un côté, on divise, on multiplie par r carré. C'est pour ça qu'on a le lambda r carré qui apparaît ici, d'accord, et que le petit r carré ici disparaît, et on peut séparer, on ne dépend que de θ d'un côté que de r de l'autre, et donc on a une nouvelle grandeur de séparation qui est moins mu, d'accord. Et donc on obtient maintenant les trois équations différentielles, pour le coup, d sur dr, r dr sur dr, plus mu sur r lambda r égale à 0, et d de θ sur d θ2 moins mu θ égale 0, et d de z sur dz2 moins lambda z égale à 0. Ouais, d'accord, alors là je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai bien gardé mes signes moi. Je sais pas ce que j'ai fait la fois d'avant, bon bref. On va arriver à la même chose de toute façon, donc peut-être
que là on verra pourquoi j'ai fait des choses bizarres tout à l'heure. Ok, sur la composante suivante θ, comme notre problème est à symétrie circulaire, si on veut, hein, on va imposer que θ de θ plus de pi soit égal à θ de θ. Donc quand on fait le tour complet, alors cette fois-ci on se met dans un repère non pas qui va de moins pi à pi, mais de 0 à 2pi, d'accord, parce que il faut apprendre à être souple, hein, c'est bien de varier les choses. Et donc on impose que θ en θ plus de pi soit égal à θ en θ, qui est bien continuité de la fonction. Et θ seconde moins mu θ égale à 0. Okay, donc c'est ça qu'on va résoudre. Alors on va prendre une méthode de résolution un peu différente. Je me suis dit que c'est marrant de varier un peu les plaisirs parce que sinon on passe notre temps à faire la même chose. Et on va passer vers les exponentielles. D'accord. On sait que si mu est différent de 0, est égal à 0, pardon, on sait que ça nous fait juste une équation linéaire. Hein, ça fait θ seconde égale à 0. Ça fait cθ plus d. Si mu est différent de 0, on sait que c'est une solution exponentielle en réalité. Hein. C'est a exponentielle racine de mu θ plus b exponentielle de moins racine de mu θ. D'accord. Première constatation, c'est ça. Okay. Et donc on va raisonner un peu différemment, ça va nous changer. Donc pour mu égale à 0, on voit que notre condition aux limites là, θ de θ et, plus de pi égale θ de θ, ne va être vraie que si c est égal à 0. D peut être différent de 0. Hein. Donc à nouveau, comme tout à l'heure, mu égale 0 est une valeur propre avec juste une fonction propre qui est θ de θ égale à 1. Pour mu différent de 0, on va raisonner à partir de nos conditions limites et on va retomber sur la solution habituelle en cosinus et sinus. Mais on va pas distinguer le cas mu positif, mu négatif. On va juste dire mu différent de 0 et on va aboutir à la solution habituelle. Je trouve marrant de voir cette manière différente de raisonner. Donc on écrit du coup notre condition limite, ça nous fait a exponentielle racine de mu θ plus 2pi, plus b exponentielle moins racine de mu θ plus 2pi, égale a exponentielle racine de mu θ plus b exponentielle de moins racine de mu θ. Okay. Et donc, ça nous impose que on va regrouper. Alors attendez, comment j'ai regroupé tout ça oui, j'ai coupé l'exponentielle ici en deux. Hein, ça c'est exponentielle de racine de mu θ fois exponentielle racine de mu fois 2pi. D'accord. Et on fait passer le a exponentielle racine de mu θ de ce côté-là, schlunk. Et on factorise par a exponentielle racine de mu θ. Donc lui devient moins 1. Okay. Et le exponentielle racine de mu de pi, c'est ce terme-là simplement, puisqu'on l'a factorisé par mu θ ici, racine de mu θ ici. Ok. Et on trouve la même chose en b, hein, ça fait b exponentielle moins racine de mu θ. Alors en revanche, ça fait moins ici. Est-ce que j'ai pas un problème de signe est-ce qu'il y a... non, c'est ça. Non, c'est bien ça. Il n'y a aucune différence, autant pour moi. Donc on fait passer ces deux-là à gauche, hein, et ça fait égal à 0 à droite, du coup. Et on a la même forme d'expression pour les deux ici. D'accord. Donc ce qu'on obtient, du coup, comme le a exponentielle racine de mu θ, a priori, il n'y a pas de raison d'être nul. Hein. A, on ne le veut pas nul. A et B, on ne les impose pas nul a priori, parce que sinon on n'a plus de solution. Le mu par définition il n'est pas nul, le θ par définition il peut valoir beaucoup de valeurs, donc tout ce terme là est pas nul, donc la seule possibilité qu'on ait c'est que exponentielle racine de mu de pi moins 1 égale à 0, et que racine de moins mu, exponentielle de moins racine de mu de pi moins 1 égale à 0. Il faut qu'on impose ces conditions du coup. Ça impose du coup que l'exponentielle racine de mu de pi soit égale à 1, d'accord. Et donc ça impose quoi? Ça impose que soit l'argument fait 0, ce qui n'est pas intéressant, parce que c'est mu égale à 0 et on a dit qu'on ne prenait pas mu égale à 0, on est dans mu différent de 0, soit il faut que racine de mu soit égale à im. D'accord? Parce que dans ce cas-là, on aura du exponentiel im de pi, et ça fait 1, si m appartient à z. D'accord? Et donc on fait apparaître nos exponentielles complexes de cette manière-là, et nos exponentielles complexes vont devenir des fonctions trigonométriques. Gentiment. Alors j'ai pas mis toutes les étapes, elles sont plutôt triviales, hein. Une fois qu'on l'a dit. On voit que nos solutions ici, on va avoir du a exponentielle im θ plus b exponentielle moins im θ. On fait une tambouille avec les a et les b pour faire apparaître les cosinus et les sinus, exactement comme quand on a des solutions en exponentielle réelle pour une racine plus ou moins n, mettons. On peut en obtenir des sinus hyperboliques et cosinus hyperboliques. Et exactement de la même façon, ici, les exponentielles complexes deviennent cos mθ et sinus mθ. Et m appartient à n maintenant, parce que si vous faites appartenir m à z, les solutions négatives sont en fait en cosinus indiscernables, pour le coup, et en sinus sont proportionnelles à un facteur moins 1 près, puisque la fonction est impaire. Et donc, en fait, les fonctions m négatives sont pas intéressantes. Donc, m doit appartenir à n plus même. M doit être... Donc les m inférieurs à 0 ne sont pas linéairement dépendants, donc on ne les garde pas. Ok.
Donc on a résolu oui ça. Le problème en θ, maintenant on peut attaquer la partie en z. Donc ça fait z seconde moins lambda z égale à 0. On va supposer que lambda est positif est égal à L carré. Pour l'instant, on va simplifier la life. Et donc ça nous fait une solution qui est de la forme z de z égale a exponentielle Lz plus b exponentielle moins Lz. D'accord? Donc ça fait du a cos h Lz plus b sin h Lz. D'accord? On avait dit que phi en bas de notre boîte en z égale à 0 doit être égal à 0. Donc en z égale à 0, le sinus hyperbolique disparaît. Et donc on a z de 0 égale à a, cosinus hyperbolique de 0 ça fait 1. Donc z de 0 égale à a égale à 0. Donc ce terme-là, a est égal à 0, il ne reste plus que le b. D'accord? Et donc z de z là, est égal à b sinus hyperbolique de Lz. Donc L reste à déterminer par ailleurs. Okay. Et on a fait l'hypothèse qu'on se retrouverait avec un truc positif. C'est racine de lambda, hein, le L. Ok. Maintenant, on peut attaquer la composante radiale, où on va voir apparaître notre équation de Bessel. D'accord. Elle est la forme d sur dr, r dr sur dr, plus mu sur r, plus lambda r, r. Donc quand on développe, c'est comme tout à l'heure, hein, ça fait du r de r seconde, plus rr prime, plus l de r2 moins m de r, égale à 0. Ok, est-ce que j'ai arnaqué un niveau ou un autre? Donc ça c'est le L, c'est L hein, qui va nous fournir, enfin c'est cette équation là qui va nous fournir le L qu'on utilise ici, qui aura le bon bout d'être positif. Hein. Et ce M, voilà. Okay. Donc comme tout à l'heure on avait posé un x égale à racine de lambda θ, ici on pose x égale à LR. Alors comme on avait du L carré ici, ce qu'il y a de sympa c'est qu'on ne voit pas apparaître du racine de L, mais du racine de lambda au carré normalement, donc du lambda. On va apparaître du L carré, d'accord. Donc c'est plus sympathique, ça fait bon. C'est écrit différemment, quoi. Donc on pose x égale à LR, c'est exactement la même substitution que tout à l'heure, donc je ne vais pas la refaire. Je vous laisse la vérifier de votre côté, mais ça vous fait bien l'équation de Bessel à l'arrivée, qui a cette forme-là. X carré r seconde plus xr prime plus x de moins m de r égale à 0. Notre magnifique équation de Bessel, dont on connaît les solutions. Elles sont de la forme, attention, un m c'est un entier, on l'avait vu apparaître tout à l'heure. Ici, hein. C'est ce qui vient de la partie θ. Ok. Donc c'est un entier, du coup c'est des fonctions, la solution, on sait qu'elle est de la forme AJM LR plus BYM LR. D'accord. À nouveau les YM on va s'en débarrasser parce que c'est divergent pour R qui tend vers 0. Donc on garde que le JM. D'accord. Et par ailleurs, pardon, je suis allé un coup trop vite. On a une autre règle qui nous dit que le potentiel sur les bords du cylindre, d'accord, quel que soit Z, sauf tout en haut, mais en fait, pour tout le reste, quel que soit Z et quel que soit θ, pourvu qu'on soit sur le bord du cylindre, donc en R égale à A, on veut que le potentiel soit nul. On avait mis à la Terre à ce niveau-là. Okay. L'argument physique, c'était ça. Après, vous pouvez transformer ça en une autre justification scientifique, c'est pas un problème. Je voulais juste avoir un petit cadre représentatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que JM de LA doit être égal à 0, puisque A est différent de 0. Donc c'est que les LA sont égaux aux ZMN, c'est-à-dire les zéros de la fonction de Bessel d'ordre M, et il y en a une infinité. Donc on sait les indexer de 1 jusqu'à l'infini. Et donc L doit être égal à ZMN sur A. Comme tout à l'heure, on avait des choses tout à fait similaires. Et donc maintenant, on peut faire notre solution complète. On a une belle série de Fourier-Bessel à nouveau. Une phi de R de θ et de Z doit être égale à la somme de M égale 0 à l'infini, de N égale 1 à l'infini, de JM ZMN R sur A. Alors là, par rapport à tout à l'heure, le N et le M sont intervertis, hein, parce que j'ai nommé différemment les indices. Et donc on est bien sur la M fonction de Bessel de première espèce, et c'est son Nème 0. D'accord, et c'est là-dessus qu'on fait la somme. Donc ça va nous faire une série de Fourier-Bessel. Et on a un sinus hyperbolique qui vient de la solution en Z, qui est de la forme sinus hyperbolique de ZMN sur A fois Z. On a trouvé la valeur de L grâce à la résolution ici. Et le M, lui, il vient de la résolution sur le terme θ. Et il est de la forme AMN cosinus mθ plus BMN sinus mθ. Ok, très bien. Il nous reste des conditions limites en Z égale H. D'accord. C'est avec ça qu'on peut imposer les choses. Et donc on a V de R et de θ qui est valable en Z égale à H, c'est-à-dire que dans cette équation-là, tout ce qu'on va changer, c'est Z qui prend la valeur H. Et donc on doit que V de R et θ doit être égal à la somme de M égale 0 à l'infini, de N égale à 1 à l'infini, de JM, ZMN R sur A, sin H d'une constante, donc ce terme-là est une constante. Voilà. AMN cos mθ plus BMN sinus mθ. Okay.
Et donc ça, c'est une série de foyers Bessel, donc c'est le même raisonnement que tout à l'heure, du coup je le refais pas, mais on aboutit bien à la même chose. C'est un très bon entraînement de le refaire de votre côté, hein. Il n'y a aucune différence par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'intégrer de moins pi à pi, la série de Fourier intègre de 0 à 2pi, parce qu'on a pris ça comme référentiel. On intègre de 0 à A pour la série de Fourier Bessel. Et on a bien la fonction poids R, dr, alors là moralement j'aurais dû le mettre là pour qu'on voit mieux, mais bon c'est pas grave. V de R et de θ, décomposé en série de Fourier, ça nous fait cette composante en cos m θ, et en série de Fourier Bessel, c'est ce JM fois R. D'accord, dr, cos m θ, dθ. Okay. Et au dénominateur, on a tout le petit monde qu'on doit avoir, à savoir pi a carré, j carré m plus 1 zmn, ça c'est quand on intègre le jm carré dans la série de Fourier Bessel, et sinus hyperbolique zmn h sur a, parce qu'il est là, hein, lui, et il va être dans tous les coefficients, donc il faut normaliser par ce terme-là. Ok. Et les BMN prennent exactement la même forme, la seule chose qui change, c'est que c'est les séries de la partie sinus de la série de Fourier. Et donc ici on a le cos mθ qui devient un sinus mθ. Et tout le reste c'est rigoureusement la même chose, il n'y a pas de différence. Voilà. Et on va finir sur un système qu'on peut résoudre assez simplement analytiquement, en imposant une condition de symétrie azimutale, c'est-à-dire qu'on estime que V de R et θ est indépendant de R, le potentiel est purement radial. Il faut voir comment ça s'impose, hein, mais voilà, on va imposer que le potentiel soit purement radial. Ça veut dire du coup que le terme θ est constant dans notre affaire, hein, et donc θ seconde et θ' sont égaux à 0. Et donc on a θ seconde moins mu θ égale à 0 qui est gentiment obtenu tout de suite, de façon simple, à savoir que il n'y a plus qu'une composante, c'est m égale à 0 en fait. Quand on impose ça, quand on impose que la fonction θ soit une constante, on a satisfait ça automatiquement, et on a une seule valeur propre qui a un sens, c'est m égale à 0. Puisque θ seconde étant égal à 0, la seule façon d'annuler ce truc-là, c'est de prendre la valeur mu égale à 0. Voilà, je ne sais pas si j'étais très clair, pardon, je reprends 30 secondes. Cette équation-là devient, comme θ seconde est égal à 0, devient mu θ égale à 0, enfin moins mu θ égale à 0 ou mu θ égale à 0. Et la seule façon pour θ différent de 0 de satisfaire ça, c'est mu égale à 0. D'accord ? Donc le moins m carré égale à 0. Donc notre solution, il n'y a plus de somme sur le m, il y a un seul m à prendre en compte, c'est le m égale à 0. Donc la fonction de Bessel de première espèce, J0. Et tout ce qui nous reste finalement, c'est une série de Fourier en fait. Mais comme m égale à 0, c'est une série de Fourier Bessel. Mais comme m est égal à 0, hein, comme m est égal à 0, le sinus disparaît et le cos vaut 1 ici. Hein, d'accord ? Donc ça nous a simplifié furieusement toute notre expression. Ça vient bien d'expression de tout à l'heure, mais on a tout sabré avec notre m égale à 0. Donc tout ce qui nous reste sur les bras, c'est cette expression-là, notre potentiel en fonction de R et Z dans notre cylindre. C'est somme de n égale 1 à l'infini, et AN, J0, Z0, N, R sur A. Donc ça, c'est les zéros de la fonction de Bessel de première espèce 0, J0. Sinus hyperbolique de Z0, Z, Z0, N fois Z sur A. Okay, donc ça, c'est la fonction dans son état général. Okay. Et le AN, il est donné comme étant la valeur d'un coefficient d'une fonction d'une série de Fourier Bessel, pardon. Donc c'est 4, intégrale de 0 à A, R, notre fonction poids, V de R qu'on impose. Comme V de R est indépendant de θ, il est fonction que de R. Hein. J0, Zn, Z0, N, R sur A, dr, okay, divisé par le terme qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Faisons une application, on va vraiment calculer des coefficients, on va vraiment tracer une fonction à la fin, ce sera sympa. Donc on va imposer que V soit égal à une constante sur la surface du haut. C'est quand même de loin le cas le plus simple. Et les autres surfaces, comme on l'a dit, on les met à la terre avec un potentiel nul. Donc on va trouver phi en tout point à l'intérieur de notre canette de coca, si vous voulez. On a imposé le potentiel juste sur la partie haute du coca et on a mis tout le reste à la terre. Physiquement, on a dû mettre un petit joint en plastique pour éviter que le potentiel, que toute la canette soit au potentiel d'un coup. Alors, dans le cours précédent, sur les fonctions de Bessel, on avait vu cette relation-là. C'est maintenant qu'on commence à utiliser un peu ces propriétés-là, que x puissance n fois jn dérivé, c'est x puissance n fois jn moins 1. Ok, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer cette relation-là. Donc, si on intègre ça, ça devient x puissance n jn égale intégrale de x puissance n jn moins 1. Donc, la primitive de x puissance n jn moins 1, c'est x puissance n jn. Ok. Donc ça va nous être utile maintenant. Parce que maintenant, on va avoir besoin de faire ces calculs. Hein. On va devoir calculer intégrale de 0 à a dans notre coefficient de la série de Fourier Bessel de r fois j0 de z0 n r sur a. Ok, dr.
Donc on va faire un petit changement de variable pour voir clairement ce qui se passe. On va prendre x égale à z0n r sur a. D'accord? Ça veut dire que dx est égal à z0n dr sur a. Okay. Donc ici on ne l'a pas, ça veut dire que donc notre dr va être égal à a sur z0n dx. Okay. Et voilà. Et le r lui va être égal à z0 ax sur z0n. Okay. Donc le r se transforme, comme je viens de le dire, en ax z0n. Le j0 de z0n r sur a devient j0 de x. Le dr devient a sur z0n dx. D'accord. Et nos bornes d'intégration deviennent quoi? Deviennent en 0 pardon, je suis où là sur notre variable? Ouais, voilà. En r égale à 0, notre variable x vaut 0 toujours. Et en r égale à a, notre variable d'intégration devient juste z0n. On intègre jusqu'à z0n. D'accord. Ok, on pourrait sortir, je ne l'ai pas fait d'ailleurs, on pourrait sortir a carré z0n carré, et on obtient intégrale de 0 à z0n de x j0 de x dx. Et la primitive de x j0 de x, c'est bien cette situation-là. X, c'est x puissance 1 fois j de 1 moins 1, donc fois j de 0. D'accord. Et donc sa primitive, on sait, c'est x puissance 1 fois j1. Donc on sait écrire la primitive de cette situation, x j0 de x, c'est simplement x j1 de x. D'accord. Pris le tout entre z0 de n et 0. Alors en z0 de n, ça va faire un a carré z0 de n sur z0 de n au carré, ça va faire a carré sur z0 de n, fois j1 en z0 de n, d'accord. Et en x égale à 0, ça va disparaître. Donc tout ce qui nous reste, c'est a carré j1 z0 de n sur z0 de n. Ok, et maintenant du coup, notre coefficient an ici, qui s'écrit 4v0, intégrale de 0 à a de r j0 zn r sur a dr, donc qui est l'intégrale que je viens de nous faire calculer ici, sur ce terme-là, va s'écrire tout simplement, on voit que les choses vont se simplifier gentiment. Là, le a carré qui est là se simplifie, le j1 simplifie une fois celui-là, il ne reste plus que, non pas au carré, mais à la puissance 1. Le z0n qui est là, il n'a rien en face, donc il va tomber en bas, d'accord, il va rester en bas. Le 4v0 là où il reste. Et le signe hyperbolique, il n'y a rien non plus qui le compense. Donc au total, les an sont égaux à 4v0 sur z0n, j1 de z0n, sinus hyperbolique de z0nh sur a. Okay. Donc ça, c'est les coefficients an de notre fonction. Et donc on sait écrire par superposition la solution maintenant, et là on a une relation alors analytique au sens où on sait écrire les fonctions. Les fonctions elles-mêmes sont un peu trapues parfois, mais donc on sait écrire une solution analytique de notre équadif, enfin de notre problème. C'est à savoir que phi de r et de z est égal à 4v0, somme de n égale 1 à l'infini, de j0, z0nr sur a, sinus hyperbolique de z0nz sur a, sur ce terme-là, z0n, j1, z0n fois sinus hyperbolique de z0nh sur a. Ok. Donc ça, on sait le faire. Donc maintenant, concrètement, si on veut tracer pour voir à quoi ça ressemble, c'est une somme infinie. On ne va pas tracer la somme infinie, ça c'est clair, mais on peut tracer un nombre de plus en plus important de termes et voir un peu comment ça se comporte. Alors juste concrètement, comment on s'y prend? Il faut qu'on aille chercher les z0n, donc les zéros de la fonction de Bessel de première espèce j0. Personnellement, je vous dis tout de suite le truc que j'ai utilisé, je suis allé voir sur Mathematica en ligne, et il y a une fonction dans Mathematica qui vous donne les zéros des fonctions de Bessel. Vous rentrez l'ordre de la fonction de Bessel que vous voulez, et vous dites quel nème zéro vous voulez, et ça vous le crache. C'est fort pratique, parce que vous avez aussi des tables, mais l'avantage avec Mathematica, c'est qu'il vous donne plein de digits, de nombres après la virgule, et sans se tromper. Je me suis amusé parce qu'en préparant ce cours, pour tracer, j'ai dû aller chercher les zéros des fonctions de Bessel. Vu que c'est la mode actuellement, j'ai commencé par demander à ChatGPT, et en fait, mine de rien, il est pas complètement mauvais. Les 10 ou 15 premiers zéros étaient assez bons. Ouais, un truc comme ça. Et après, en revanche, c'était pas loin des vrais zéros, mais c'était pas tout à fait les vrais zéros, donc il y avait des erreurs. Et c'est là que je me suis dit, bon, il me faut une vraie source d'information, et je suis allé voir Mathematica, et là, ça marche pile poil. Bref, voilà. Et donc, on se donne un nombre de termes qu'on veut, et on écrit simplement la somme des fonctions telles que c'est écrit là, jusqu'au rang suivant, et puis on voit ce qui se passe. Donc, c'est ce que j'ai fait, et voilà ce que ça donne quand on trace. Donc là, on est dans le repère RZ, donc ça veut dire, moralement, je vous rappelle que
Là, en fait, ça, il faut faire une rotation de 2π pour avoir notre cylindre. Donc on voit que notre cylindre, celui que j'ai pris là, son rayon va de 0 à 4 et sa hauteur va de 0 à 6. Donc alors là, la forme géométrique n'est pas respectée. Il est plus étroit, il est plutôt un peu étroit et pas très large, comme c'est l'impression qu'on a ici, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Et donc ça, c'est la solution qu'on obtient, si on prend un seul terme de notre série. Donc on obtient ce truc-là. Qu'est-ce qu'on voit déjà? Si on observe juste, grosso modo, on s'attend donc, on impose qu'on ait 0 sur les bords, ici et là. Et là-haut, on devrait avoir un potentiel constant sur toute la surface du haut. Donc on voit qu'avec un seul terme, on n'a pas un potentiel constant sur toute la surface du haut, ça ne ressemble pas à ça. En revanche, on obtient un truc assez logique, à savoir que le potentiel est plus élevé au centre, et plus on va vers le bord, plus ça diminue, et plus on va vers le bas, plus ça diminue. D'accord. Donc ça, c'est un terme. Si on met deux termes, voilà, ce qu'on commence à observer, alors on voit que c'est bon, c'est assez. Là, on observe, il n'y a pas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont amusés à analyser ça analytiquement pour comprendre pourquoi ça fait ça, mais moi je ne sais pas le faire en tout cas. Et ce qu'on voit simplement, c'est que la partie potentielle constante maximale, elle se décale vers le centre ici, d'accord, avec des ailes minimales ici sur les bords. Et puis il y a toujours ce comportement logique, qu'on est à la terre, entre guillemets, bien correctement sur les bords. Là on est à 5 termes, on voit qu'on est en train d'avoir un truc qui est de plus en plus constant là-haut, d'accord, avec toujours un truc qui, entre guillemets, pardon, pardonnez-moi l'expression, mais qui merdoie un tout petit peu là. Ça, on est à 10 termes, et on voit qu'on est en train de faire reculer en fait la zone où ça se passe pas bien vers le bord, d'accord, et on voit qu'on a des espèces de petites oscillations quand même qui apparaissent. À 20 termes, ça donne ça, donc on est en train de squeezer de plus en plus la zone où ça marche pas bien près du coin là. Et à 40 termes, je me suis arrêté là, on est comme ça. Donc on a toujours un petit truc qui merdoie un peu. On sait que la solution exacte, il faut sommer à l'infini, donc on sait qu'on ne l'aura pas. On voit qu'à 40 termes, on a quelque chose qui n'est pas si disparant de 20 termes. Donc vous voyez, est-ce que c'est très rentable d'aller mettre 40 termes ou 20 termes? Après, c'est une question de situation. Voir de quoi on a besoin. Mais on voit qu'en revanche, on comprend pourquoi ça, entre guillemets, ça merdoie ici. C'est que là, on a une discontinuité au niveau du potentiel, à savoir que là, on l'impose à 0, et là, on l'impose à une valeur constante. Donc là, c'est l'endroit où ça se passe pas bien, et c'est l'endroit où il y a la discontinuité, et toutes nos fonctions, là, elles sont continues, et donc on se rappelle, dans les séries de Fourier, pour le coup, que ça se comporte moins bien au niveau des discontinuités, et là, c'est ce qu'on observe, notre solution. Au niveau de la discontinuité, ça se passe moins bien. En revanche, dès qu'on s'éloigne de la discontinuité, on a correctement 0 ici, on a correctement 0 ici, et on a correctement la valeur ici imposée qui est, pour le coup, qui commence à être bien constante sur toute la longueur, supérieure, sauf quand on s'approche de ce point anguleux. On a une espèce de phénomène de Gibbs à 3 dimensions. Là. Et puis on regarde dans le cylindre, le potentiel le plus élevé, il est au centre du cylindre. Ça, on est en R égale 0, donc on est au centre du cylindre. Et plus on va vers le bord, plus on sent l'influence du potentiel nul de la paroi et plus ça diminue. Voilà. Et bon, là, après, on pourra faire plein de traitements rigolos. Une fois qu'on a la forme du potentiel, si vous êtes un peu excité, vous pouvez balancer un électron dedans et voir comment ça se comporte quand ça se promène, par exemple. Voilà, faire ce genre de choses. C'est pas du tout l'objet de ce cours, donc j'irai pas plus loin là-dessus. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour le repère cylindrique. Ce qu'on a vu, donc, je répète, c'est qu'on a vu que le repère cylindrique et le repère polaire. On a vu dans le repère polaire qu'on peut se trouver, pour ce qui est de l'équation de Laplace, une solution qui se met sous la forme de l'intégrale de Poisson. Et pour ce qui est ensuite des autres équations de dérivée partielle qu'on a résolues dans le repère cylindrique et aussi dans le repère polaire, on a vu apparaître la fonction de Bessel tout à fait spontanément, et elle est à la fonction naturelle dans le repère cylindrique. D'accord ? Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est cassé les pieds avec les fonctions de Bessel. Et vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, et ça marche au niveau de ce cours sur les équations de dérivée partielle, quand on voit apparaître l'équation de Bessel, quand on sait qu'en plus on a des indices entiers, on sait dire automatiquement que la solution c'est la somme des Jn et des Yn. Et après, quand on a des arguments si on a des arguments de majoration, on peut faire disparaître les Yn en disant notre fonction doit être bornée quand on tend vers 0, donc les Yn s'en vont. Enfin voilà, bref. Donc tout ce genre de raisonnement-là, on a le droit de l'invoquer immédiatement. Dans le cadre de ce cours, il n'y a pas de problème. Je ne demande pas de redémontrer toutes ces choses. C'est des fonctions qu'on estime utilisables telles quelles. Voilà, ça clôt ce cours. Je vous souhaite une très bonne fin de matinée, de soirée, de journée, de quoi que ce soit. Et je vous dis à très bientôt dans un monde sphérique la prochaine fois. Donc pour la suite de nos mathématiques aventures. Au revoir.